ne sais pas si vous êtes déjà allé à Tel Aviv. Si vous n'êtes pas allé, la sécurité est quelque chose d'assez pénible. Toujours est-il qu'en fait, je sors de l'avion, il y a le VIP reception, ils me prennent, je passe la sécurité en 3 minutes, j'arrive directement à un resort qui s'appelle Hotel d'Anakadia. Pour ceux qui sont des investisseurs en Israël, ils savent de quoi je parle. C'est le fameux hôtel où tous les deals se font. C'est un endroit qui s'appelle Haziga Pitwa, c'est les Silicon Valley d'Israël. C'est là que Vocotech est né et plein d'autres startups. Et on reste une semaine dans ce resort avec 2 babysitters pour les enfants, des balades partout. Ma femme m'a dit « Ah, moi je peux vivre aussi. » Le soir, le dernier soir de notre truc, le CEO amène, enfin c'est vraiment le grand jeu quoi. Et puis il dit à ma femme, alors Valérie, est-ce que tu veux bien venir vivre ici? Ah oui, oui. Donc c'était ça. Et puis on a déménagé donc là-bas et puis on a eu quand même 2 fois des scouts qui étaient envoyés et 2 fois on se trouvait dans la chambre comment on appelle ça, anti-bombe là. Les abris anti-bombes avec le masque à gaz, tout ça. Sur ce, quand ma femme a mis son première fois sa masque, elle me regardait dans les yeux, elle dit jamais ça. Et tu étais VP Alliance, c'est ça? Oui, oui. J'ai fait. John devrait dire ça, mais un jour comme ça, je demandais un conseil à John. Je dis John, quel type de boulot je peux faire? Dis-moi, parce que j'arrive pas à trouver vraiment mon truc à moi. Il était en fait, il est venu consulter pour Vocotech, il est venu manger chez nous à l'Azénie. Et il dit, le problème avec toi, David, c'est que tu peux faire tout et n'importe quoi. Et littéralement, c'est ce que tu m'as dit. Et chez Vocotech, en fait, je commençais par faire d'abord la standardisation, la normalisation, et puis ensuite je suis passé sur plein d'autres choses, parce qu'en fait, il fallait faire ces choses-là. Et donc, c'est là, en fait, que je commençais à développer le General Management Skills. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait de la vente, j'ai créé Vocotech France, j'ai fait des alliances stratégiques, etc. En fait, ça m'a permis de développer les autres compétences non technologiques que je n'avais pas à l'époque. Tu restes chez Vocotech pendant 2 ans, là on est en 1999, j'essaie de replacer tout le monde. Wow, tu connais bien. Hein. Ah oui. Il a un cheat sheet. J'ai juste prêté attention à ce que tu me racontais. Contrairement à toi. C'est surtout comme tu es arrivé 20 minutes en retard au rendez-vous, j'ai eu le temps de lire ton résumé du professeur. C'est qui est vrai. Désolé. On se retrouve donc en 1999 ouais. Et tu te fais chasser par Microsoft. Ouais. Tu as trouvé l'histoire intéressante. Tu peux nous plonger dans cette histoire? Oui, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, je travaillais avec les gens de Microsoft, d'Intel, de Cisco dans le contexte de normalisation. Et j'avais besoin d'eux parce qu'en fait, j'avais compris à l'époque que la force du... Enfin, il faut que je dise ça en français. La manière dont le type de réseau sera déterminé, ça sera en fonction de l'application, et pas du tout du réseau. Donc, à l'époque, on pensait que c'était le réseau qui détermine l'application et pas l'inverse. D'accord? On faisait le réseau, on cherchait quel est le killer application. C'est toujours le truc, quoi. D'accord? Les gens ne pensaient pas quel était le killer application. À l'époque, c'était l'email, c'était le internet browsing. Et donc, une fois que on s'est mis en contact avec ces gens-là, je savais que Microsoft était un acteur très important. Donc, je me suis dit, s'il y a une société que je veux aller bosser, ce serait pour Microsoft. Chance, en fait, je vais d'abord à Wharton Business School, qui se trouve en Pennsylvanie, UPenn, et j'essaie donc d'entrer dedans, et puis je rentre dedans, et finalement Microsoft me contacte avant que je commence, et me disent, bon écoute, ce serait bien que tu viennes à Redmond pour faire quelques interviews. Donc, je ne sais pas si personne de Microsoft, personne n'a jamais travaillé chez Microsoft. Donc les interviews de Microsoft sont assez intenses à Redmond. Vous allez passer toute la journée en interview. Si vous n'êtes pas aimé au bout de 2 interviews, vous vire. Si vous êtes aimé le soir, vous voyez le VP.
Si vous êtes aimé, on vous demande de rester encore une journée pour voir un autre groupe, etc. Donc moi, à la fin, je suis resté toute une semaine. Et pour un truc qui veut passer une journée, parce que chaque fois que je voyais un autre groupe, un autre groupe, un autre groupe, il faut que tu vois ce groupe-là, il faut que tu vois ce groupe-là. En fait, le recruteur, il veut devenir votre broker, une fois qu'ils savent qu'ils veulent. Et ensuite, on vous fait des offres à la fin. Donc, on m'a fait plusieurs offres. Il y avait une offre chez MSN, il y avait une offre chez Exchange, il y avait une offre chez Windows. Et ensuite, bon, moi je dois choisir. Et le boss qui m'a le plus vendu, il m'a dit écoute, en gros, tu viens ici et tu fais ce que tu veux. Et je dis vraiment, tu fais ce que tu veux. Samedi, dimanche. Il dit tu viens, tu fais ce que tu veux et tu décides de ce que tu veux faire. Donc, tu peux commencer sur ce projet-là si tu veux, et tu prends la fonction, les titres que tu veux. Bon, j'ai pris le titre de Business Development Manager, parce que je voulais faire du business. Tu sais, quand tu es sur la technologie, tu fais business. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était le mauvais titre. Le deuxième jour, j'ai changé à Program Manager, parce que chez Microsoft, le titre qu'il faut avoir, c'est Program Manager. Et puis après, le troisième jour, je fais une revue d'un produit que Microsoft voulait vendre à Alcatel, à Siemens, à tous ces nets, on appelle ça Network Equipment Providers. C'était vraiment nul. Et je vais voir le VP et je lui dis, tu vois, j'ai fait la revue de ce truc-là, c'est vraiment nul. Il dit, ouais, vraiment. Il dit, on vient d'avoir 7 millions de dollars avec Steve dessus, ça fait 6 mois qu'on travaille dessus, pourquoi c'est nul, explique-moi. Je dis, c'est le passé, il faut travailler le futur. Donc je dis, vous faites de la téléphonie, il faut faire de la téléphonie. Voici pourquoi. Il dit, wow, ça c'est vraiment un truc, écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu vas pas travailler avec ces gens-là, tu vas juste travailler tout seul. Et dans 2 semaines, on a une réveil avec Bill Gates, et tu vas présenter ton idée. Dans 2 semaines? Ah oui, dans 2 semaines. Donc je bosse, 3e semaine, je me trouve devant Bill Gates, avec toute une équipe. Sur lequel, en fait, moi, je viens critiquer une équipe qui faisait ce produit-là. Donc, c'était une situation assez inconfortable. Et finalement, mon idée se passe très bien. Je veux dire, Bill approuve l'idée et tout le monde est content. Moi, je suis pris parce que ça fait quand même plus de 3 semaines que je suis chez Microsoft. Et mon chef est très content parce que, en fait, chez Microsoft, c'est toujours le revue avec Bill Gates, c'est super important. Et puis, on quitte ça, et puis ensuite, on me demande qu'est-ce qu'on va faire de l'autre truc que j'ai critiqué, qui s'appelle l'équipe Valhalla. Et il y a 35 personnes qui travaillent dessus, donc il faut faire quelque chose. Et le lendemain, on va voir Steve Ballmer, et Steve lui dit, David, c'est ton boulot, c'est ton chef, c'est toi le chef de ça qui décide. Donc jusqu'à présent, j'avais vraiment jamais géré quelqu'un. Donc c'était, je gérais à peine moi-même. Et tout d'un coup, je me trouve le chef de l'équipe qu'il fallait en fait que je remplace. Donc c'était en fait la première leçon de management que j'ai eue en vrai. Et c'est comme ça que mon aventure chez Microsoft a commencé. Et aujourd'hui, j'espère que je vais y retourner. Tu as travaillé sur quel produit qu'on connaît aujourd'hui? NetMeeting, Tapi. Tapi, c'était le premier truc. NetMeeting, Windows Live Messenger, enfin, cette fois ça s'appelait MSN Messenger. Ça a changé de nom. Pour ceux qui sont dans l'entreprise, Exchange Conferencing Server, Exchange IM, ensuite Office Communication Server, Communicator, c'était l'ensemble des produits de communication en temps réel. Justement, tu l'as dit, tu vas redevenir Microsoft. Tu es resté seulement 2 ans et tu as quitté Sophia. 5 ans. 5 ans Microsoft. Voilà. D'accord. Et tu en es parti pour aller. Tu vois, je sais pas tout. Tu en es parti pour aller chez Reuters. Non, il y a pas de. Et pourquoi tu as quitté Microsoft pour aller chez Reuters? Donc, c'était en 2003. Et donc, j'ai rejoint Microsoft en 1999 et on était en 2003. Et j'étais devant tous mes collègues de Microsoft, ils m'ont posé la même question en 2003. Quelqu'un qui s'est dit, écoute David, on t'aime bien, tu nous aimes bien, on fait un bon produit, et pourquoi est-ce que tu quittes? Pourquoi est-ce que tu pars?
c'est difficile à répondre à une question comme ça. Et j'ai trouvé les réponses les plus faciles que je pouvais. C'était l'argent. Écoute, j'avais rejoint Microsoft pas que pour des raisons philosophiques et technologiques, il y avait aussi des raisons financières. Et pour te dire, à l'époque, j'étais chez Vocatech, je faisais 170 000 $ par an. J'ai été embauché à Microsoft à 105 000 $ par an. C'était le truc, quoi. Tu venais chez Microsoft, ton salaire était au Asmod, et ben, tu avais des options. J'avais plein d'options. Donc à l'époque, c'était bien, quoi. On a commencé, moi j'étais à 90 $, c'est monté à 120 $, et puis ensuite c'est descendu à 30. Et ensuite, ça n'a jamais rebougé. Donc, malgré tous les efforts que moi je faisais, je bossais, tout ça, ben, en fait, ça faisait rien, quoi. Donc, je me suis dit, ça y est, quoi. J'ai fait le mauvais timing et j'avais des copains, eux, ils ne faisaient pas de fric. Donc, je me suis dit quand même, bon, je vais faire ce que je dois faire, mais si j'ai une opportunité ailleurs, je le ferai. Et Reuters était un de nos clients. Et un jour, comme ça, un mec est venu, on jouait au golf. Et pendant ce parcours-là, il m'a en gros recruté. Il m'a dit, écoute, notre société se casse la gueule. Nous sommes vraiment dans la merde. Et on a besoin d'injecter de nouveaux sangs, des gens qui n'ont pas de peur de faire des changements. Et si tu venais, on te donnerait ce que tu veux. Et, du vrai papier. Du vrai papier, déjà, voilà. Mais par contre, il faut qu'il déménage à New York. Bon, bah écoute, on a parlé avec ma femme. Et puis finalement, j'ai accepté l'offre. Et c'était en fait très bien parce que je rejoins Reuters. Le stock était à 0,98 pence. C'était une société anglaise. Et on a vendu Reuters à Thomson pour 7,5 pounds. Par action. Hein. Par action. Par action. Quel était ton job à New York, justement? Je faisais donc d'abord, j'ai commencé par le métier que je connaissais. C'était des communications en temps réel pour le marché financier. Et ça s'est très bien passé. Et ensuite, on m'a dit, écoute, maintenant que tu as fait ce boulot, il faut vraiment que tu nous aides à fixer le développement. Donc, j'ai commencé à fixer l'équipe de développement. En fait, j'ai modélisé l'équipe de Reuters un peu sur ce que j'ai appris chez Microsoft. Ensuite, on m'a dit, non, il faut qu'on coupe les coûts. Il faut qu'on vire 4000 personnes. Donc, il faut que tu nous aides à faire ça. Ça, c'était un des moments les plus difficiles de ma vie, dans la mesure où c'est une information qu'on vous donne et vous savez que vous allez avoir un effet négatif sur la vie des familles, sur la vie des gens. Et vous êtes là, vous êtes en train de concocter ce plan-là, et un jour ça va être mis en action, et c'est votre création. Ça, c'était vraiment quelque chose de très difficile à accepter. Et à ce jour, chaque fois que je me trouve dans une situation comme ça, j'ai vraiment je ne suis pas... il ne faut pas m'approcher, quoi. C'est quelque chose qui me gêne beaucoup, personnellement. Donc, bon, j'ai appris à gérer ça plus ou moins bien. Et ensuite, j'ai développé toute la stratégie de développement en Asie. Donc, on a bougé en Asie de développement, on a bougé en Chine, en Thaïlande, en Inde, en Manila. Donc, ça m'a permis de créer des centres offshore de développement. Et tu as bougé toi-même? Et ensuite, j'ai fini par en fait bouger moi-même à Singapour au bout de quelques années. Et à Singapour, j'ai pris un autre job encore. C'était la gestion du business des terminaux et des transactions financières. Donc j'étais dans le métier financier total maintenant. J'avais plus dans ce métier-là que j'étais avant. Et en Asie, donc avec tout le marché asiatique. Et ça, c'était vraiment super, parce qu'il a fallu que j'apprenne le marché asiatique. Et c'est là que j'ai aussi remarqué qu'il ne faut pas avoir un boulot international quand tu te trouves à l'Asie, parce que j'ai géré tous les business précédents que j'avais, plus le business en Asie. Donc en fait, je ne dormais pratiquement jamais. C'était vraiment horrible. Parce que New York était à 12 heures de décalage horaire. Je finissais le soir, j'avais le dîner, conference call jusqu'à 2-3 heures du matin, là maintenant le matin à 9 heures, plus tous les voyages. C'était très dur physiquement. Ben, je dis oui, on peut en parler, on en parlait. La transaction a lieu au mois de novembre, donc au mois de décembre, j'ai accepté la proposition de rejoindre Skype et aussi donc de déménager de Singapour, en fait, ici, mais en attendant d'abord à Londres pendant environ 6 mois, en attendant que mon visa